Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans cette édition spéciale. Venue à la primature dans un contexte de rectification de la trajectoire de la transition, Dr Shogel Kokala Maïga, j'allais dire l'ancien porte-parole du comité stratégique du M5, vient de bouffer ses 100 premiers jours à la cité administrative. Comme il est de tradition dans les démocraties sous-tropiques, les 100 premiers jours des présidents et des premiers ministres attirent l'attention des porteurs d'objectifs de caméras, de plumes et autres dictaphones. C'est pourquoi nous, Renouveau TV, avons décidé ce soir d'évaluer les premiers pas du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, qui du reste ne faisait pas de cadeaux au colonel du CNSP lorsqu'il était bien sûr de l'autre côté de l'histoire de la transition. Alors question, qu'a-t-il fait des 100 premiers jours de son séjour primatorial? Quel horizon se dresse devant le Mali? Autant de questions que nous allons poser à nos invités qui sont Moustapha Guité, secrétaire général du Comité national de l'éducation et de la culture SNEC, non membre secrétaire aux revendications au niveau de l'UNTM. Bonjour, bonsoir à M. Guité. Bonsoir, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, oui. Et notre deuxième invité est M. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président du mouvement de l'inclusivité, membre également du Conseil national de transition CNT. Bonsoir M. Mohamed Ousmane. Bonsoir, tout le plaisir. Et notre troisième invité est M. Abdraman Diarra, président de la jeunesse URD. M. Diarra, bonsoir. Bonsoir, M. Sylvie. Et notre quatrième invité, Amidou Doumia, secrétaire politique au niveau du parti LMA. Bonsoir, M. Doumia. Bonsoir, Comme annoncé, nous allons parler ce soir des 100 premiers jours de Dr Shogel Kokala Maïga au niveau de la primature. Amidou, je vais commencer par vous. Shogel Kokala Maïga, la primature, 100 jours de labeur ou de balade. Ok, je vous remercie, Barou, pour cette question. Je ne dirais pas 100 jours de balade, mais je ne dirais pas 100 jours avec des résultats probants non plus. Parce que parler de balade, c'est comme si j'étais en train de saboter un travail. Parce que quelle qu'en soit la personne, il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui se font pour que le travail puisse bien se faire. Mais 100 jours, pour moi, il n'y a pas eu assez d'actions concrètes. Et 100 jours, si je dois l'évaluer, je l'évalue par rapport à ce qu'il a présenté devant le Conseil national de la transition. Et quand on va analyser ça, sa première échéance, c'était la tenue des assises de la refondation, qui, dans son plan d'action, devait se tenir au plus tard, au mois d'août, fin août. Nous sommes aujourd'hui au mois de septembre. Je pense qu'il n'a pas pu réaliser cet objectif-là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le Premier ministre a déclaré devant quand même le Conseil national de la transition qu'il allait maintenir le plan d'action de Mokhtar Wane, le chronogramme des élections de Mokhtar Wane. Il se trouve que dans ce chronogramme, l'audit du fichier électoral devait se faire au plus tard le 15 août. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Il n'y a rien eu par rapport à ce sujet. Dans ce chronogramme, le mois de juillet, au moment où même lui il présentait, ça devait trouver que le projet de constitution devait être sur la table du Conseil national de la transition. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu assez d'évolution sur ce sujet. En 100 jours, je pense que 100 jours, il avait aussi parlé d'organes uniques de gestion des élections, parce qu'il nous avait dit qu'au bout de 3 mois, il pouvait le faire. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, nous n'évoluons pas sur ces sujets. 100 jours pour rien, finalement. 100 jours, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions qu'on peut retenir. Mais pour moi, il y a quand même certaines attitudes que j'ai aimées. Et ce que les gens appellent promenade, moi je trouve que c'est une bonne attitude. Aller à la rencontre des anciens premiers ministres, aller à la rencontre des Maliens, les écouter, c'est une bonne démarche. D'accord. Il faut juste que ça soit sincère et qu'après, ça soit accompagné par des actions concrètes. Okay. C'est justement ces actions concrètes qui manquent et qui ont manqué durant ces 100 jours. Ok. Monsieur Mohamed Ousmane, 100 jours, plus de balades que de travail finalement. Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de la balade. Je partage en partie le point de vue de frère. C'est-à-dire que notre mot vedette pendant cette transition, c'est le temps. Le temps n'est pas le meilleur allié.
même au début de la transition, encore moins à la rectification. Ça, c'est important. En termes de résultats tangibles aujourd'hui, vous savez, la transition est arrivée dans un contexte extrêmement difficile, avec trop de problèmes, dont les plus importants, ce ne sont même pas les problèmes des actions tangibles à poser, mais les problèmes de recoudre les tissus sociaux, les problèmes de faire taire le social, de gérer le social, la grogne sociale. Je crois qu'à ce niveau, si on peut utiliser les vrais indicateurs de mesure par rapport à l'apaisement du climat social aujourd'hui, on peut dire qu'il y a du succès. On peut dire qu'il y a du succès. Je prends le plus important qui nous a pratiquement mis à genoux à un moment donné, c'était l'UNTM. Aujourd'hui, l'UNTM est un allié potentiel aujourd'hui de ce processus de transition. Oui, mais vous ignorez la posture de la synergie des enseignants. Il y a eu la question de, j'en viens, il y a la question des cheminots. Il y a eu un tas de problèmes sociaux aujourd'hui qui ont trouvé la solution. La question des enseignants, ce n'est pas une question qui a été renvoyée au calendrier grec. C'est une question qui fait l'objet d'un processus et surtout qui est en train de s'adapter, d'être adaptée à la capacité du Mali. Et c'est ce que les plus hautes autorités essaient de faire comprendre aux enseignants. Ce n'est pas un abandon ni une négligence, mais il faut souvent savoir également faire la politique de ses moyens et avancer. L'autre élément, il l'a évoqué, le fait de rencontrer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des leaders, y compris les anciens premiers ministres, aller à la rencontre. C'est extrêmement important et c'est positif. Et c'est ça manquait très souvent. Et un élément aussi important, c'est la justice. Aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui, le Premier ministre s'est lancé dans un grand chantier audacieux et courageux, aujourd'hui, de lutte contre la corruption. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a des chantiers pour lesquels le courage était nécessaire, la volonté était nécessaire et qui enthousiasment aujourd'hui les Maliens qui sont ouverts. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de résultats. Les résultats sont extrêmement importants qui sont acquis à ce niveau, mais ça ne veut pas dire non plus que le tableau est rose. Sur le plan de la sécurité aujourd'hui, si vous voyez les débats autour de la sécurité, Russie ou pas Russie, ça veut dire que quelque chose se passe. Quelque part, il y a une conscience, il y a un travail titanesque en dessous qui est en train d'être fait pour que notre appareil également militaire aujourd'hui puisse répondre véritablement à nos besoins. Voilà un peu des choses que je peux relever à ce stade de débat. Monsieur Diarra, qu'est-ce que Choguel a fait de ces 100 jours à la primature selon vous? Encore une fois, merci beaucoup Barou. Je salue mes frères ici dans le studio. Je salue vos téléspectateurs. Pour parler des 100 jours de Choguel, je souhaite quand même faire un rappel du contexte. Allez-y. Pour qu'on ait le même point de vue sur la situation. Vous savez, la transition est un régime exceptionnel qui est la résultante d'une prise de pouvoir extraordinaire. La prise de pouvoir extraordinaire même qui est en quelque sorte le symptôme d'un malaise profond, de la mauvaise gouvernance, en tout cas d'un malaise dans la gestion de l'État. Et cette transition au Mali a commencé officiellement le 25 septembre 2020. Et Choguel et son équipe sont venus, si je ne m'abuse, sinon 8-9 mois après le début de la transition. Ça, il faut le reconnaître. Et quand ils sont venus, ils ont parlé de rectification de la trajectoire de la transition. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de la nomination de Choguel, la composition de son gouvernement à aujourd'hui, les 100 jours? Justement, c'est ça la question. Je pense qu'ils ont fait ce que les Maliens attendaient bien avant l'avènement de cette transition. C'est-à-dire, autour du patient Mali, tous les Maliens doivent se réunir. Tous les Maliens doivent se comprendre. Tous les Maliens doivent ensemble identifier des priorités qui, mises en œuvre, peuvent apporter vraiment des solutions aux problèmes ou aux problématiques posées au Mali. Et parmi ça, il y a l'inclusivité. Mes deux prédécesseurs l'ont dit. Dans ce domaine, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste beaucoup à faire. Par exemple, pour la composition du gouvernement, le Premier ministre a souhaité diriger un gouvernement composé de toutes les tendances, en tout cas en matière de tendances politiques. Mais malheureusement, ceux, entre guillemets, qui sont appelés ex-majorité ne figurent pas dans le gouvernement. Et je pense que le Premier ministre l'a compris et le Président de la République est revenu 2 ou 3 fois officiellement
parlait de l'importance du caractère inclusif de la gestion de la transition. Et dans ce cadre-là, il y a un département, et non des moindres. Je pense que le numéro 3 du gouvernement, c'est le ministre de la Refondation, qui est aussi chargé des relations avec les institutions. Fondamentalement, il aussi travaille à expliquer aux acteurs, aux différentes parties prenantes, c'est quoi la refondation. La refondation sont des réformes en profondeur, et ces réformes, ce sont les Maliens qui sont demandeurs. Qui mieux que moi de l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, vous vous rappelez, en 2018, après les élections présidentielles, après une période de contestation, notre parti a organisé une retraite à Sélingué en novembre 2018 précisément. Retraite lors de laquelle les cadres du parti ont réfléchi et ont élaboré un document qu'on a appelé document de proposition de réforme de l'URD. Ces réformes touchent tous les secteurs de la vie socio-politique et socio-économique de notre pays. Et cette transition, nous le savons tous, une transition a une mission essentielle d'abord, c'est l'organisation des élections. Mais dans le cas actuel du Mali, en plus de l'organisation des élections, il faut opérer des réformes, et même des réformes dans le domaine des élections. Et je pense que tout ce travail-là a besoin de l'acceptation de l'autre, a besoin de la participation de chacun. Oui, mais est-ce que les jalons ont été posés durant ces 100 jours? Les jalons ont bel et bien été posés. Quand vous voyez les différentes rencontres qu'il y a eu, d'abord les ministres sectoriels chargés des questions d'élection, notamment le ministre de l'administration territoriale, ensuite le ministre de la Refondation et la ministre déléguée auprès du Premier ministre. Ensuite, le Premier ministre lui-même a fait plusieurs rencontres avec les acteurs de la classe politique et de la société civile. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, Amidou l'a dit dans son propos, à la présentation du page, il y a des actions qui ont été prévues, dont les dates n'ont pas pu être respectées. Et cela s'explique. Par exemple, s'agissant de l'audit du fichier électoral, qui est une action qui rentre dans le cadre de la préparation des élections. Il est question de mettre l'organe unique de gestion des élections en place. Bon, j'aime même pas dire organe unique de gestion comme beaucoup le font. Je préfère dire l'organe unique, indépendant et permanent de gestion des élections. Ok, on va vous retourner la parole. Monsieur Guité, déjà, quel regard vous portez sur le bilan des 100 premiers jours de Dr Choguel Kokala Maïga, la primature? Merci beaucoup pour rectifier un peu. C'est le syndicat national de l'éducation et de la culture et non le comité national. Voilà. Donc, en fait, par rapport aux 100 jours, le bilan des 100 jours du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, nous dirons clairement que le bilan est acceptable. Acceptable dans la mesure où il a pris la direction de la station primatoriale dans un contexte inédit. Inédit au moment où le pays était pratiquement bloqué, puisque la grève illimitée que l'INTM avait projetée avait paralysé le Mali entier. Donc il a pris cette direction primatoriale dans ces contextes. La première des choses en matière de gouvernance, c'est prévoir et anticiper. Et il a commencé par l'anticipation. D'abord, il a rencontré tous les partenaires sociaux, il a rendu visite à toutes les centrales syndicales, à d'autres syndicats, à toutes les organisations fêtières pour s'imprégner des difficultés. Parce qu'à ce niveau, et il a ouvert un vrai débat. Et on le dit, là où il n'y a pas de débat, c'est là est le danger. Le danger des incertitudes qui peut nous amener à des crispations. Et il a pu décanter la situation du préavis de grève de l'INTM. Il a décanté en harmonisant, en commençant à harmoniser, parce qu'ils ont pris l'ordonnance par rapport à l'harmonisation de la grille, qui est quand même une initiative qu'il faudrait vraiment saluer. Et nous avons vu, lors de notre rencontre avec lui, bien sûr, nous avons vu un homme déterminé, engagé, sincère, et à vouloir faire bouger le pays. Et vous savez, en dehors de ces rencontres, nous observons puisque dans le cadre de la lutte contre l'impunité, et la délinquance financière, il y a déjà certains cadres qui sont au niveau de la maison centrale, les enquêtes sont en cours. Au niveau des enquêtes sur les tueries 11-12, il y a eu une avancée notoire.
puisqu'il y a eu des arrestations. Je sais qu'il y a d'autres qui seront en cours. Et aussi, il faudrait parler de l'organisation des examens de fin d'année. Oui. Il a réussi ces paris-là, il s'était engagé. Peut-être sans les enseignants. Mais avec les enseignants, bien sûr. Le SNEC est un syndicat d'enseignants. Oui, mais la synergie, c'est la syndicat la plus représentative au niveau du syndicat d'enseignants. Vous avez un baromètre pour le confirmer? En tout cas, c'est ce que les gens nous disent. Hein? Vous dites les gens, mais par qui a organisé les élections? Ce sont les enseignants. Donc, disons, qui a organisé les examens? Ce sont les enseignants. Vous n'avez aucun baromètre. Donc, évitez de dire sans les enseignants, sans les enseignants. Nous sommes des enseignants. La mieux représentative, d'ailleurs, je vous l'ai dit, parce que nous sommes sur le terrain. Et le SNEC, c'est l'éducation préscolaire, l'enseignement fondamental, l'administration scolaire, la culture, la jeunesse, le sport et le tourisme, l'enseignement supérieur et aussi les financiers du secteur de l'éducation. Donc nous avons de la matière, c'est un grand vivier. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit, oui. Nous travaillons et nous avançons. Donc il a pu organiser les examens, les meilleurs examens d'ailleurs depuis plus de 10 ans. Je l'ai dit à haute et intelligible voix, puisque je sais ce dont je parle. Sauf qu'après, il y a eu un bac spécial pour 13 candidats. Les examens spéciaux, c'est que vous ne savez pas. Plusieurs années, on fait des examens spéciaux. Par exemple, les athlètes qui sont candidats et qui vont à l'extérieur, qui vont compétir au compte de la nation malienne. À leur retour, on organise tout le temps des examens spéciaux. On va vous retourner. Amadou Doumbia, on est en train d'évaluer le bilan des nombres de Dr Choguel Kokalamaïga. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu le style Choguel Kokalamaïga? Bon. Est-ce qu'il a pu implémenter un style? Le style, moi, je n'approuve pas beaucoup son style. Oui, c'est quoi déjà son style? Le style, c'est beaucoup de discours et moins d'action. Et beaucoup de contradictions. Sur un même sujet, je fais des illustrations. Le 6 mai 2021, le Premier ministre, qui était à l'époque porte-parole du comité stratégique du M5, déclare que la priorité de la transition doit être les élections et exige de ne rien entreprendre qui va nous faire déborder du délai de la transition, donc de laisser les réformes à côté. Le même Premier ministre, le 1er août 2021, devant le CNT, il déclare « Le chronogramme de Mokhtar Wane est maintenu et les élections se tiendront le 22 février 2022. » Le même Premier ministre, le 8 septembre 2021, devant la délégation de la CEDEAO, déclare « Les conclusions des assises nationales donneront les détails du chronogramme des élections. » Et le même Premier ministre, le 9 septembre 2021... Vous parlez toujours de Dr Choguel Kokalamaïga. Devant les diplomates, les raisons pour lesquelles il voudrait que la transition soit prolongée, et déclare que les élections n'étaient pas une priorité. Sur un même sujet, vous allez constater qu'il y a plusieurs prises de position différentes. Cela n'est pas de nature à rassurer les acteurs parce que ça concourt à briser cette confiance-là. Le style que je n'approuve pas, c'est un style clivant, qui consiste à montrer, je suis de tel regroupement, nous nous sommes battus, et c'est avec ceci que je vais travailler. Les gens parlent d'inclusivité, il n'y a pas de sincérité dans cette inclusivité. Il y a des gens qui étaient contre ce qui est en train de se passer, qui ont fait un mémorandum, qui ont adressé une lettre au Premier ministre pour le rencontrer. Jusqu'à présent, il ne les a pas rencontrés. Le cadre dont les gens parlent, ce n'est pas un cadre adéquat pour échanger et pour se faire comprendre. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Premier ministre est clivant. Il est dans le fait partisan, alors que la transition a besoin de neutralité. L'inclusivité qu'on veut, ce n'est pas une inclusivité de partage de gâteaux. Nous ne sommes pas chercheurs de ça. Nous voulons une inclusivité sincère, où quand tu vas écouter les gens, tu appliques ce qu'ils te disent. La preuve, le ministre de l'administration territoriale a organisé un atelier sur les réformes et les questions de l'organe unique de gestion des élections. Très bonne approche. On applaudit. Et les gens viennent, ils discutent. À l'issue de cette discussion, on tombe d'accord pour dire que, voilà, on met l'organe unique de côté. Moi, j'étais minoritaire et j'ai même à l'époque dit que ce n'était pas normal de la part de la classe politique. Mais de cet atelier à aujourd'hui,
depuis que le Premier ministre a déclaré qu'il a pris cette volonté politique, ça fait plus de 90 jours, il n'y a eu aucun changement allant dans le sens de l'organe unique de gestion des élections. Alors, parlons un peu de l'école. C'est vrai, on a fait les examens, mais les examens n'ont jamais été un défi dans notre pays. On les organise tout le temps, ça n'a jamais été un problème. C'est la qualité des examens. Je ne dirais pas comme le monsieur de l'INTM pour dire que c'est les meilleurs examens. Dieu seul le sait, je n'ai pas de baromètre dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons quand même 1595 écoles fermées contre 1261 en 2020, rapport trimestriel de la MINUSMA. Ce qu'il faut reconnaître est qu'aujourd'hui, l'article 39 qui faisait objet un peu de lutte du M5, aujourd'hui cet article 39 est mis à côté. Et les enseignants sont frustrés, à tort ou à raison. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ce front aussi est en ébullition. Le front politique est en ébullition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas d'accord avec le Premier ministre. Alors, ils vont prendre le raccourci. C'est les anciennes majorités. Ce n'est pas une question d'ancienne majorité. Il y a des gens, ce qui nous a poussé dans ce problème, c'est une gestion de 30 ans. Okay. Bien sûr, il y a des gens du côté du M5 qui ont été dignitaires du pouvoir d'ATT et d'anciens pouvoirs, et du côté de ceux qui aujourd'hui sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bon. Okay. D'abord, on va vous retourner la parole. Mohamed Ousmane, en écoutant Hamidou, on a l'impression que le style Choguel, c'est le clivage, c'est la contradiction. Souvent, c'est des lapsus. Non, je ne pense pas qu'on est dans une situation de clivage, honnêtement. Il y a des choses, beaucoup de choses que mon frère Hamidou vient de dire, sur lesquelles je suis d'accord. Seulement, il oublie que ce n'est pas pendant la transition. Quand il compare le nombre d'effectifs d'écoles fermées par rapport à maintenant, ce n'est pas dans la transition. Et je crois que c'est un des défis pour la transition aujourd'hui de faire en sorte que ces écoles puissent être réouvertes. C'est un grand défi, c'est la conséquence principale. La cause principale, c'est l'insécurité. Tout le monde le connaît. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont en cours, qui sont discutés, qui sont débattus pour connaître la sécurité. Et c'est un des objectifs de cette transition. Par rapport au clivage, vous savez, les partis politiques aujourd'hui, la seule chose sur laquelle je pourrais être d'accord, c'est peut-être Choguel doit revoir un peu l'approche des dialogues avec les partis politiques, ancienne majorité entre guillemets. Il faut revoir l'approche. Il faut revoir l'approche pour que les gens soient rassurés. Je suis d'accord qu'on ne peut pas tenir par exemple des assises nationales de refondation sans l'ensemble des acteurs ou l'essentiel des acteurs. Aujourd'hui, quand les gens se boudent, ce n'est pas bon. Il faut trouver la meilleure méthode pour ne pas tomber dans ce qui est arrivé à Ibeka. À l'époque, on disait, malgré la main tendue, en réalité, la main n'était pas tendue. Donc aujourd'hui, dans la transition, il faut que la main soit véritablement tendue. Si c'est la méthode qui ne rassure pas les gens, il faut changer de méthode. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que Choguel est dans une très bonne trajectoire. Il est vraiment dans une très bonne trajectoire. Si on vous demandait de décrire son style? C'est un style participatif, de mon point de vue. Okay. C'est un style participatif. Il n'est pas en train de cavaler seul. Il essaie de discuter avec tout le monde. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a beaucoup de pression. Il a beaucoup de pression, souvent des pressions inutiles et qui n'ont pas de sens. Je vous donne l'exemple, par exemple, du délai. Élection à tel délai ou pas. Les Maliens doivent comprendre aujourd'hui que le problème principal, ce n'est pas une affaire de délai. Le problème principal, c'est que si on est dans une transition, c'est que le pays a sombré, le pays a à genoux. Et l'objectif d'une transition n'est pas seulement d'organiser des élections. L'objectif d'une transition, c'est d'assainir, c'est de nettoyer, c'est de réformer, c'est de mettre vraiment les bateaux Mali sur les rails et aller dans des élections saines. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a à la bouche, c'est les élections, c'est les élections, c'est les élections. D'accord, oui. Mais il faut les faire dans un climat serein, dans un climat assaini. Sinon, on va se retrouver avec les mêmes choses. Ça s'est passé comme ça en 2012, en 2013. Allons-y vite aux élections. Démocratie, démocratie. Vous savez, la démocratie ne vaut absolument rien du tout quand elle ne permet pas aux hommes de vivre en paix. Ok. Abdraman, avant de parler de l'avenir, c'est quoi finalement le style de Dr Choguel Kola Maïga? Bon, je ne saurais qualifier son style. Ce que je sais, c'est que nous avons estimé, avant l'arrivée de Choguel à la primature, que les militaires d'alors du CNSP auraient mieux fait de composer avec les acteurs du M5 pour la transition. Et quand Choguel est venu, nous nous sommes dit, bon, ce qu'on souhaitait va se réaliser. Et très honnêtement, je ne donne pas une note négative à la gestion primatoriale des 100 jours de Choguel.
Mais seulement, je voudrais dire que Amidou a cité un certain nombre de contradictions. Si ce sont des contradictions, je pense que ce sont des contradictions normales et justifiées. Parce qu'en réalité, moi, en tout cas, je peux me tromper, je n'ai jamais entendu une déclaration officielle, que ce soit de Choguel ou d'un autre membre du gouvernement, disant que les élections ne seront pas tenues à bonne date, c'est-à-dire en février 2022. Jusqu'à présent, ce sont des suppositions que les gens sont en train de faire. Et je pense que autant le Premier ministre et son gouvernement ou l'ensemble des autorités de la transition doivent travailler à rassurer les autres parties prenantes, les autres aussi doivent faire confiance et éviter trop de suppositions. Les élections, qu'on le veuille ou non, c'est la première des priorités d'une transition. Parce que c'est à partir des élections que le pays peut retrouver son cours normal, son fonctionnement normal. Mais pour aller à ces élections-là, est-ce qu'il faut aller seulement faire des élections même si elles ne sont pas bonnes? Je pense que non. C'est pourquoi les réformes sont nécessaires et les réformes ont besoin de l'implication de tous. Les assises nationales de la refondation. Parlons de ces assises parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet. Allez-y. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais je suis un acteur politique d'un parti qui soutient la transition. Et pour moi, soutenir la transition, c'est de faire tout ce qu'on peut pour que la transition soit une réussite. Ces assises-là, elles ne vont pas recréer la roue. Ces assises seront, en tout cas selon les explications des membres du gouvernement, seront une occasion, une opportunité pour les Maliens de se remettre ensemble pour revisiter les conclusions et les recommandations des assises précédentes. Les plus récentes assises, c'était le dialogue national inclusif. Avant, il y a eu des assises, des forums sur l'éducation, des assises sur la décentralisation. Il y a beaucoup de choses qui existent. Mais se mettre ensemble, prendre le temps de consulter ces recommandations-là, les comparer aux difficultés que nous vivons et voir ce qu'on peut mettre en œuvre, ce qu'on peut opérationnaliser pour prémunir le pays d'éventuelles crises post-électorales ou d'autres natures. Et je pense que si cet effort est un sacrifice, et tous les acteurs, toutes les parties prenantes doivent faire ce sacrifice pour le Mali. On n'est pas dans des questions d'individus. Je ne suis pas dans des questions de Premier ministre Choguel ou quelqu'un d'autre. Je suis dans des questions de Mali. Et le Mali actuellement vit une transition. Cette transition est dirigée par un président qui s'appelle Colonel Assimi Goïta. Il y a un gouvernement de transition qui est dirigé par Choguel Kokala Maïga. Et ce que nous attendons de lui, c'est ce que je viens de dire. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je peux ajouter, ils doivent rassurer. Rassurer davantage, fournir plus d'efforts pour ramener tout le monde. Mon camarade syndicaliste sur le plateau a parlé de la lutte contre la corruption. Qui, entre nous ici, qui parmi nous peut dire qu'il est contre la lutte contre la corruption? C'est ce que tous les Maliens demandent. Mais que cette lutte contre la corruption soit une véritable lutte et que ça ne soit pas une lutte sélective. Et je dirais, j'aime le dire, j'ai l'habitude de le dire, lutter contre la corruption... Vous pensez que ce que nous vivons est sélectif? Non, il y a des voix qui se lèvent pour le dire. Et la voix de tout le monde compte. Maintenant, ce que moi je pense, la priorité en matière de lutte contre la corruption, c'est bien d'utiliser les rapports existants, c'est bien d'inculper les gens, c'est très bien. C'est comme ça on lutte contre l'impunité. Mais mieux, il faut empêcher les gens de voler. D'accord. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, quand tu regardes les rapports du vérificateur général ou d'autres structures de vérification, rarement tu verras vol. On parle de manque à gagner, on parle d'irrégularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur 90% des dossiers identifiés ou répertoriés dans ces rapports-là, vous trouverez que peut-être 12% seulement peuvent faire objet d'inculpation des personnes concernées. Et le reste, c'est des choses à justifier. Mais nous avons un levier fort aujourd'hui qui est d'actualité de par le monde, qui est la digitalisation, que les autorités de la transition doivent utiliser en faisant les réformes pour que la digitalisation puisse contribuer à lutter véritablement contre la corruption et la fraude. D'accord. Monsieur Guité, sur le style Choguel Kokala Maïga. Il a un très bon style. Un très bon style qui ça nous plaît en tant que syndicaliste, parce que aller à la source de l'information, faire des rencontres avec les organisations fêtières, avec les organisations avec la classe politique, moi je trouve que le style particulier est très bon. Cependant, ce que j'aimerais quand même rectifier avant de me prononcer sur le style proprement dit, aujourd'hui nous avons 1344 écoles fermées au Mali. Je pense que je suis mieux placé pour le dire parce que
mon syndicat de SNEC est affilié à l'International de l'éducation. J'ai, moi, le rapport le plus fiable, parce que nous travaillons main à main avec l'UNICEF, pas avec MINISMA ou autre. Mais nous sommes sur le terrain. Une école, on ferme une école à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Ce qui est constant, des écoles sont fermées? Non, j'ai vu 1344, je parle avec certitude, écoles fermées. De 2012 à nos jours. Donc, et plus d'un millier d'enfants non scolarisables de 2012 à nos jours. Donc c'est inquiétant. Donc c'est pour vous dire également et pour rassurer M. Hamidou que les examens se sont déroulés dans des conditions les plus idoines. Maintenant, par rapport au style, vous savez, aujourd'hui, il faut dire clairement les choses. Il a parlé, certes, d'incohérence. D'un homme clivant. D'un homme clivant. Oui. Non, je ne trouve pas clivant parce que peut-être il a fait une mauvaise lecture. Quand est-ce que Sogel Kokalamega a pris la station primatoriale? On a fait 9 mois de balade, je dirais, quand Bandaou et Mokhtar Wane étaient là. C'était plutôt ça, en réalité. Le pays était bloqué. Donc, vous avez parlé des actions qu'il a eu à faire ou qu'il n'a pas pu réaliser. Aujourd'hui, la priorité des priorités, pour moi, en tant que Malien lambda, c'est la question sécuritaire. Il faudrait sécuriser. Précipiter à aller aux élections pour faire quoi? Aller aux élections, ça va nous amener à l'abattoir. Dans le contexte actuel, on ne peut pas aller... Vous allez prendre, aujourd'hui, on ne parle pas du Nord. Le Nord, c'est un sérieux problème. Même lui, Hamidou, n'ose pas aller faire des campagnes au Nord. À plus forte raison, au centre, par exemple, dans la zone de l'Office du Niger, ou à Sekasso, qui commence à être infecté. À Kaï, aujourd'hui, l'insécurité est grandissante. Aujourd'hui, nous devons maîtriser cette insécurité-là. Ça devait être la priorité. La priorité de la priorité, c'est la question sécuritaire. La question sécuritaire, pourquoi? Parce que c'est nous, nos travailleurs, qui sont là-bas, qui sont assassinés à longueur de journée. On ne peut pas parler d'un calendrier électoral. On nous a imposé la CEDEAO. C'est 18 mois. Oui. Ça a été une imposition. Nous devons d'ailleurs dire non. La CEDEAO n'a pas de... C'est vrai, nous, on avait dit, les militaires avaient dit on n'était pas rentré dans ce jeu-là en tant que Yentem. La CEDEAO, les militaires avaient parlé de 3 ans. La CEDEAO avait parlé de 12 mois. De 12 mois. Oui. Ensuite, il y a eu, voilà, ils se sont retrouvés à 18 mois. Mais c'est intenable. Okay. C'est intenable. On sait aujourd'hui... Ce n'est pas la peine qu'on dise non, on ne pourra pas organiser les élections dans ces conditions. Aujourd'hui, la question essentielle, c'est le nettoyage des textes, c'est la refondation. Aujourd'hui, il faudrait aller vers la refondation à travers les assises pour nettoyer les textes. Si aujourd'hui on organise par exemple les élections législatives, qui doit proclamer définitivement ces élections législatives? C'est la même Cour constitutionnelle qui a eu à tacler, qui a eu à prononcer des élections qui nous a amenés dans ce débat-là. Contrairement à Mokhtar Wane, on a l'impression que la mayonnaise a vite prise entre Sogel et les anciens membres du CNSP. C'est-à-dire ce que moi je dis. Vous savez, la manipulation et la démagogie ne peut pas remplacer les actions. Le conseil que je donne, c'est juste un conseil, mais mon ami syndicaliste, il faut que le syndicat soit le syndicat des travailleurs, que ce ne soit pas le syndicat du gouvernement et du Premier ministre. C'est important. C'est vrai, oui, il y a eu des progrès par rapport à l'UNTM. Je tiens d'abord à féliciter le président de l'UNTM pour son élection au niveau du Conseil économique et social. C'est un cadeau du gouvernement? Bon, moi je ne le dis pas, mais je le félicite. Je le félicite pour cela. Et je suis sûr que Mokhtar Wane a tardé dans ce dossier. Ça, c'est un élément à faire. Dans le dossier du Conseil économique et social. Maintenant, ce qui est important à signaler, c'est que on ne peut pas dire que rien n'a été fait sous Wane. On a travaillé sur la loi électorale, qui a été travaillée par les partis politiques, qui devait être envoyée au Conseil national de la transition. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. On a travaillé sur la charte des partis politiques. On avait fait des amendements. Ça devait aller au Conseil national de la transition. Il faut qu'on arrête au Mali de dire que ceux qui étaient là par le passé n'ont rien fait. Il y a certes des progrès à faire. Mon ami parle de délai. Moi, je n'ai pas parlé de délai. C'est pourquoi je dis qu'il reste dans sa posture de syndicat
des travailleurs du Mali, c'est important, ça fait en sorte que chacun joue son rôle. Maintenant, on me parle de l'école, des écoles fermées. Moi, les statistiques que j'ai, c'est vérifiable. C'est le dernier rapport trimestriel de la MINUSMA. Que vous le croyez ou pas, c'est un document disponible. Mais que ça soit 1500 ou 1300, c'est qu'il y a des écoles fermées. Et la transition est là pour régler ces problèmes. Le rappeler, ce n'est pas dire qu'on est contre la transition. Personne n'est contre les réformes. Mais je vais tout simplement dire que ce qu'ils sont en train de dire, c'est contradictoire avec ce que l'actuel Premier ministre disait quand il était le président du comité stratégique du M5. Il n'y a pas 6 mois. Il disait que les réformes n'étaient pas une priorité, que la priorité c'était les élections. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est parce que juste il est devenu Premier ministre? Non. Moi je trouve qu'aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on se retrouve autour de l'essentiel. Le plus important, c'est qu'on se retrouve autour de ce qui est plus cher pour nos ancêtres, qui est le respect de notre parole, qui est le respect du serment. Le respect du serment, le Mali nouveau se fera avec ce respect-là, pour ce qui est de la lutte contre la corruption. Nous sommes pour cela. Tous ceux qui ont volé, si on doit les arrêter, il faut les arrêter. C'est un combat de Yéléma de long terme, parce que nous croyons en ce que nous avons fait. Et dans ce sens, je ne le mets pas dans le bilan du Premier ministre, parce que moi je trouve la justice indépendante. Donc je n'accroche pas le bilan de la justice au bilan du gouvernement, parce qu'elle doit être indépendante. Mais ce qui est important, il faut que cette justice s'applique à tous. Ceux qui aujourd'hui sont proches du gouvernement, ou qui sont dans le gouvernement, ou qui sont même chefs de gouvernement, s'ils ont des dossiers, allez, la justice sévisse. Si ceux qui ont géré par le passé ont des dossiers, que la justice joue pleinement son rôle. Mais ce qui est important et fondamental, c'est que le Premier ministre doit travailler à rassurer. C'est que le Premier ministre doit être moins clivant. Tu es Premier ministre de tout le Mali, il se déplace pour des réunions de sa base politique, pour les réunions du M5. Ce n'est pas bon, ce n'est pas parce qu'on est contre lui. Aujourd'hui, lui doit être neutre, il doit organiser des élections, que vous le voulez. Des gens disent 5 ans, 4 ans, 3 ans. Mais s'il doit rester, c'est lui qui doit organiser les élections. S'il est partisan, ça va créer des problèmes. Et il est partisan aujourd'hui. Il va rendre compte au M5. Il est partisan du M5. Le ministre de la Refondation, pour qui j'ai énormément de respect, a dit lors d'une rencontre avec les partis politiques qu'il est là, c'est parce que grâce au M5. Et qu'il est à la Refondation parce qu'il est le monsieur Refondation de l'URD. C'est des propos qui ne se tiennent pas en tant que premier responsable d'un gouvernement, parce que la réussite de la transition, ce n'est pas les mécanismes qu'on va mettre en place, c'est l'homme surtout. Et c'est l'homme qui a failli ces derniers temps. C'est l'homme malien à reconstruire. Et cette reconstruction se fera à travers les urnes. Les uns et les autres nous disent que les élections ne sont pas tenables. Mais on veut faire les réformes. Mais les réformes ne peuvent pas se faire sans référendum. Les référendums se tiendront sur toute l'étendue du territoire. C'est une élection. Alors, est-ce qu'on doit différer le référendum parce que la situation sécuritaire du pays n'est pas bonne? Parce qu'eux, ils pensent que faire le référendum aujourd'hui va concourir à avoir des solutions. Et d'autres aussi pensent que faire des élections va nous donner une certaine légitimité à nos institutions. Vous aurez la parole. Monsieur Mohamed Ousmane, c'est pendant ces 100 premiers jours de Choguel à la primature qu'on a vu la naissance d'un vaste rassemblement pour s'opposer, en tout cas pour demander le maintien de la transition. Bien, merci. Je ne voulais pas dire, vous avez vu ces rassemblements. Je vais dire d'abord, il faut voir l'homme quand il a pris les affaires. Il a donné 3 semaines pour présenter son PAG devant le CNT, ce qu'il a respecté scrupuleusement. Ça, c'est extrêmement important. Et rare un Premier ministre qui a respecté un tel délai pour présenter son plan d'action. Ce qui a suivi après ne dépend pas de lui seul. C'est un débat entre plusieurs acteurs qui doit concourir à la réalisation de certaines choses. Mon frère a parlé de contradictions dans les discours. Je partage le point de vue de M. Diarra. Chaque discours, il faut le voir dans le contexte où il a été dit. C'est là extrêmement important. Ce n'est pas de la démagogie, mais c'est de la responsabilité et c'est de la logique. C'est ça un politique. Je viens. En moins d'un mois, on peut vivre plusieurs contextes sociopolitiques. Et un responsable politique doit s'adapter au contexte, au mieux des intérêts, sinon le bateau va chavirer. C'est là extrêmement important. La deuxième chose sur laquelle je vais intervenir, vous savez, je vais citer, les gens se parlent d'élections. Mais aujourd'hui, la transition doit régler certaines choses. Premièrement, les fichiers électoraux, il faut les nettoyer. Deuxièmement, la loi électorale, il faut la voir.
Troisièmement, la sécurité, il faut régler les problèmes sécuritaires. Quatrièmement, il y a des accords internationaux qu'un président élu n'osera même pas toucher. Et ce sont ces accords qui ont mis à genoux le pays. C'est le moment de régler les problèmes de ces accords qui nous ont remis au temps du colonisateur, qui nous lient les mains, qui nous empêchent même de diversifier nos partenaires. Un président qui va être élu dans je ne sais quelles conditions. L'autre aspect, les chantiers de la corruption. Apparemment, les Maliens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui il faut avancer sur ces dossiers. Mais aujourd'hui, les voleurs ont encore l'argent qu'ils ont volé aujourd'hui, enterré quelque part. Vous organisez les élections dans ce contexte-là, Wallah, ils vont vous faire passer un diable et on reviendra à la case de départ. Parce que les Maliens n'ont pas compris. On ne leur a pas donné le temps de comprendre que le changement est possible. Ce n'est pas une question de délai, c'est une question de bon sens. On a eu des élections en 2012, on en a eu 5 ans avant, 5 ans encore avant. Pendant 30 ans, on ne fait que des élections. On a eu des transitions qui ont échoué. Tout simplement parce qu'il y a les fouillés de la communauté internationale et de certains responsables maliens, excusez-moi, vérés, qui même ont une double nationalité. On a vu des ministres donc des Affaires vous ne comprenez pas l'attitude de ces... Excusez-moi, oui. Je ne comprends pas parce que tout simplement aujourd'hui, on doit mettre de côté la question de la... Il a parlé du partage des gâteaux. Ce n'est pas un partage des gâteaux aujourd'hui. Il n'y a même pas de gâteaux à partager. Aujourd'hui, le pays est occupé jusqu'à Caille. Il faut corriger tout ça. Et ce n'est pas un président qui va être élu dans la situation actuelle qui aura le courage de vous engager dans des réformes actuelles. Il faut que les gens le comprennent. Oui. L'autre aspect aujourd'hui qui est positif, la question des Maliens de l'extérieur, la carte Nina. Aujourd'hui, il y a des avancées extraordinaires pour soulager. Mais bien sûr, mais il faut demander au ministère de l'Administration. Allez-y, comme vous le dites ici, je veux que vous le dites. Allez-y, voilà, vous aurez la parole. Allez-y. Si vous êtes au Mali, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ça serait... Et ça, c'est un outil de colonisation. Nous sommes surveillés au millimètre près à cause de cette histoire des fichiers qui est géré quelque part. Aujourd'hui, on est en train de travailler à rapatrier tout ça. Mais écoutez, mon frère, il y a des choses aujourd'hui qui sont pourries dans ce pays, qu'il faut nettoyer, qu'il faut remplacer par des bonnes choses avant de passer les témoins. Oui. Ce n'est que ça. Ok. Monsieur Diarra, pour certains, contrairement à Mokhtar Wane, Choguel est dans une sorte de course de lanterne pour organiser les élections. Oui, mais quand Mokhtar Wane commençait, il avait 18 mois devant lui. Il n'y avait pas la même pression. Quand Choguel commençait, il avait la moitié des 18 mois devant lui. Donc, il faut comprendre les inquiétudes des uns et des autres. Mais moi, ce que je dis, c'est que la transition actuelle doit servir d'opportunité pour les Maliens. J'ai essayé de faire une déclinaison de ce que doivent être les assises nationales à venir. Au-delà de ça, en fait, les élections, je tiens à le dire, ce n'est pas parce que je suis un homme politique. Les élections demeurent la première priorité parce que c'est les élections qui permettent au pays de redémarrer normalement. Mais, élection pour élection ou élection pour bien démarrer, je pense que c'est plutôt élection pour bien démarrer. Donc, tout ce qu'il y a comme démarche aujourd'hui, toutes les réformes qui sont proposées, je pense que vont concourir à avoir de bonnes élections. Et c'est tout ce qui manque vraiment à notre pays. Il faut que les gens le comprennent. Et la question de délai, encore une fois, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le gouvernement n'a fait aucune communication officielle pour dire qu'ils ne pourront tenir ou respecter la date des délais des élections ou le délai de fin de la transition. On attend que le gouvernement fasse une communication. Et maintenant, on va communiquer. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement se précipite aussi pour les organiser? J'ai l'impression que le gouvernement se précipite pour les organiser. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ce que Amirou appelle, par exemple, incohérence. C'est des incohérences injustifiées encore une fois. Choguel en mai a dit qu'il faut organiser les élections. C'est la priorité. Même aujourd'hui, Choguel ne peut pas dire le contraire. Et même par rapport au délai de 18 mois, beaucoup de gens, même mon frère Guité l'a dit tout à l'heure, que le délai nous a été imposé par la CEDEAO. Moi, je ne suis pas d'accord. En septembre 2020, il y a eu les concertations nationales. J'y étais pendant les 3 jours. C'est à l'issue de ces concertations nationales qu'il y a eu la charte de la transition et la feuille de route de la transition. Feuille de route à partir de laquelle sont venus les axes du plan d'action gouvernemental. Et ce sont les Maliens qui se sont parlé. Ce sont les Maliens qui ont accepté que ça soit 18 mois. Pour moi, là n'est pas le problème. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui pense avoir une trajectoire claire, qui a présenté un PAG devant le CNT. Ce gouvernement est en train de travailler. Ce qu'il faut, là où je suis d'accord avec Hamidou, c'est de regarder les actions de ce PAG-là
à telle action, l'échéance c'était telle date. Ça n'a pas pu être respecté. Pourquoi? Faites en sorte que les autres dates soient respectées. Allons-y rapidement, mais allons-y bien. Allons-y assurément. Ça, je peux être d'accord pour. Mais aujourd'hui, parler de délai, je pense qu'il y a une fuite en avant. Le gouvernement n'en a pas parlé. Moi, je n'en fais pas mon problème. Ok. Voilà. Guité, vous voulez réagir? Bien, merci beaucoup pour dire à mon ami Hamidou que l'INTEM n'est pas la caisse de résonance d'aucune structure étatique et ne saurait l'être. Nous ne sommes ni de loin, ni de près, manipulés par qui que ce soit. Nous assumons, si aujourd'hui, lui, Hamidou, fonctionnaire de son État, bénéficie des avantages, c'est grâce à l'INTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Référant un peu à ses propos par rapport au Conseil économique, social et culturel, je le renvoie à la Constitution du Mali du 25 février qui dit que les 12 membres reviennent obligatoirement à la centrale la plus représentative du secteur public et secteur privé. Premièrement, ce n'est que l'INTM, c'est un droit pour l'INTM d'être là-bas. Nous n'avons pas été sauvés. Et je suis étonné, pas étonné, mais je note qu'il dit clairement ici que ça a été bloqué par Mokhtar Wane, certainement qu'il était en secret par rapport à ce blocage-là. Effectivement, ça a été bloqué par Mokhtar Wane, comme beaucoup d'autres. Mais je viens de l'apprendre par le représentant de Yelema, Hamidou, qui vient de le dire. Premier aspect. Deuxième aspect, retenons que nous, dans le cadre de la sécurisation, vous savez, c'est lui qui a amené les travailleurs à l'abattoir, à Kidal. C'était bien Moussa Mara, le président ensemble. On parle des 100 premiers jours. Oui, non, pas politique parce qu'il l'a dit. Non, là, parce qu'il faudrait que je le dise, parce qu'au niveau, nous avons eu confiance en lui. Il était le premier responsable de la station primatoriale, Moussa Mara. Quand il voulait aller à Kidal, mon adjoint dans le bureau exécutif, Maudi Samba, il en a eu 7 balles. Sauf on parle de 100 jours et de des travailleurs ont été égorgés sous lui. Vous n'avez pas eu à l'époque de le dire. Donc, ça, non, qu'on le dise clairement. Que quand il dit des choses, attention, nous avons encore. Donc, pour moi, il ne faut pas se tromper. D'accord. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Clairement, le jeu politique et autres là, aujourd'hui, nous le disons, le constat qu'il y a là aujourd'hui. Vous sentez cette complicité entre Choguel, Kokala Maïga et les ex-membres du CNSP? Non, complicité, ça veut dire quoi? Non, pour moi... Contrairement à Mokhtar Wane. Non, parce que pour moi, pas les vous savez, nous sommes des syndicalistes. Lorsque tu satisfait à nos revendications, à nos doléances, nous sommes à l'avant-garde. Nous ne prenons pas comme argent comptable tout ce qui a été fait. Même la semaine dernière, nous avons rappelé encore le Premier ministre sur l'urgence, le ministre de la fonction publique, je m'en excuse, sur l'urgence à exécuter les autres points de revendication. Nous ne dormons pas, nous ne faisons pas cadeau. C'est pourquoi nous avons toujours gardé l'INTM, la neutralité par rapport à tous ces débats-là entre eux ou quelque chose. Aujourd'hui, si lui, Hamidou, venait à la station primatoriale, eh ben, il satisfait à nos points de revendication, nous applaudissons. Okay. X ou Y. Donc nous ne sommes pas liés à une personne, nous ne sommes pas liés à un régime, nous c'est le système. Si aujourd'hui il devient président de la transition ou premier ministre, mais il verra l'INTM devant lui, c'est clair et net. Donc Hamidou comprenne aujourd'hui qu'il serait inutile pour lui de faire des affirmations gratuites, mais que je vois... J'ai noté une complicité entre lui, entre Yelema, il faut le dire, puisqu'il parle au nom de Yelema, et Mokhtar Wane par rapport au blocage. Hamidou, on va vraiment parler des 100 jours de Choguel. Hein? Sauf que c'est sous Choguel, c'est pendant ces 100 jours qu'on a appris une éventuelle signature de contrat de sécurité entre le Mali et une agence, en tout cas russe. Moi, ce que je vais dire, je dois parler de 100 jours, mais il y a quand même des contre-vérités que je dois rétablir. Très rapidement. Non, très rapidement, parce qu'il a pris du temps, il a parlé. Et sur ce point précis, je le recadre. Je n'ai pas dit que ça a été bloqué. Le retard et le blocage, ça fait deux. Blocage, c'est purement intentionnel. Mais, donc, vous comprenez le français en tant que fonctionnaire, bien sûr. Et donc, prof de français. Donc, vous devez savoir que blocage n'est pas égal à retard. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, moi, je n'ai rien dit. J'ai juste félicité
le président du Conseil économique et social. Point barre. Il n'y a pas de problème, mon cher ami. Ce que je vous ai dit, c'est votre posture ici sur le plateau qui consiste à défendre un gouvernement. Vous avez analysé le bilan. Et dans le bilan, il n'y a aucun élément négatif. Au moins, mes deux, ils ont fait des recommandations. Ça doit être amélioré. Mais lui, il est dans le positif. Il est dans la posture de l'avocat du gouvernement. Cet avocat, c'est ce que je veux que vous changiez. C'est un conseil. Prenez-le comme un conseil. Ne le prenez pas comme... On n'est pas arrivé aux difficultés. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, les questions sécuritaires, je pense que c'est au gouvernement de nous donner un peu les termes de ce contrat. Parce que si on doit collaborer avec d'autres, qui est des sociétés de sécurité privée. Bon, moi, ce que j'ai vu, ce que je sais, c'est qu'il y a des pays qui font recours à des sociétés privées sur la défense. Les États-Unis ont eu à faire recours à ça. Et le Mali, il semblerait, va faire recours à ça. Pour moi, ce n'est pas tant le problème. Le problème, qu'est-ce qu'ils vont venir faire chez nous? Est-ce que c'est pour faire face à une défaillance de notre armée sur le terrain, ou c'est pour faire face à d'autres difficultés d'ordre géopolitique? C'est à nos responsables de nous éclairer. Moi, je ne peux pas être dans une posture contre quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas clair. Parce que pour moi, les questions de sécurité ne doivent pas faire l'objet de manipulation politique ou autre chose. Sur les questions de sécurité, les Maliens doivent faire un consensus dynamique. Et pour ce faire, les autorités doivent rassurer chacun et qu'ensemble, si on prend une direction, que tous les Maliens se soutiennent dans cette direction. Donc pour moi, les questions sécuritaires sont assez sensibles. C'est pour moi le minimum de consensus qu'on doit avoir parce que c'est une question de défense nationale, c'est une question de sécurité nationale et on doit travailler véritablement pour que les Maliens se retrouvent autour de ça. C'est pourquoi il n'est pas du intérêt de personne qu'on soit clivant durant cette transition. Il faut être inclusif. Mohamed Ousmane, on parle d'arrêt russe au Mali pour assurer notre sécurité. Oui, effectivement, c'est la diplomatie, la politique française et ses partisans qui le disent. Mercenaires ou pas mercenaires, ça dépend de quel côté vous êtes de la chose. Sinon, la vérité, c'est que c'est des armées privées qui sont connues et qui sont des sous-traitants des grandes puissances. Et les grandes puissances ont toujours fait recours à ce genre d'armées pour créer une certaine stabilité avec les États. Mais là n'est pas l'important. Ce qui est important aujourd'hui et qui n'a pas marché sous Ibeka, c'était d'avoir le courage au bout d'une année avec Barkhane et Serval, une année, 2 années, d'évaluer cet accord. Est-ce qu'il a vraiment concouru à l'atteinte des objectifs de paix et de sécurité, d'y mettre fin, de l'améliorer ou de les remplacer par autre chose? Maintenant, la situation a pourri. On entre dans une phase où il faut diversifier les partenaires sécuritaires, en l'occurrence avec la Russie, pourquoi pas la Chine, pourquoi pas la Turquie et d'autres. Mais l'important aujourd'hui, c'est que nos autorités aujourd'hui, en s'engagent véritablement dans un accord qui ne hachire pas la souveraineté nationale de notre pays et qui permette véritablement dans 3 mois, dans 6 mois d'évaluer les résultats en termes d'insécurité. Pour moi, les indicateurs sont simples. Que ce soit avec Wagner, la Russie ou la France, si au bout d'un certain nombre de mois, l'administration n'est pas redéployée sur le territoire, les services sociaux de base ne sont pas redéployés, l'écoulement de sang des Maliens n'a pas été réduit, la mort bête de nos militaires et de toute la population n'a pas arrêté, on les revoit, on les change. Donc il faut, tant qu'on peut aller sur des bases saines et solides, et tant que ça nous permet de nous rééquiper, de nous réarmer, je crois que c'est une très bonne chose. Le reste du débat, ça dépend des intérêts. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et il est temps que le Mali choisisse le camp de son intérêt et assume sa souveraineté vis-à-vis des partenaires internationaux. Ok. M. Diarra, les Russes au Mali, au revoir, Barkhane et l'aménagement? Non, je ne pense pas que ça soit aussi simple que ça. Vous savez, les questions de défense et de sécurité pour un pays, surtout un pays qui vit une crise sécuritaire depuis des années, ne doivent pas être des questions de propagande. Comme l'a dit mon frère Mohamed Ousmane tout à l'heure, c'est vrai que Barkhane a commencé par Serval, ensuite Barkhane, Takuba. Nous sommes avec les forces françaises depuis un certain nombre d'années. Mais il n'y a pas que les forces françaises. Il y a d'autres forces de l'Union européenne qui sont au Mali, qui sont là à accompagner l'armée malienne. Il y a les Américains qui sont là, qui sont en train d'accompagner l'armée malienne. Mais de la façon dont cette information est en train de sortir, je pense que les autorités doivent tout de suite prendre leurs responsabilités et donner
la vraie version, au moins à certains acteurs. Je ne dis pas sur la place publique. Parce que qu'est-ce que ces militaires russes, que ce soit l'armée russe, qui n'est d'ailleurs pas le cas, parce que le porte-parole du Kremlin a fait une déclaration aujourd'hui suite à la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, d'hier. Le porte-parole du Kremlin dit clairement que le Mali n'a pas signé d'accord avec les autorités russes par rapport à ce domaine-là. Maintenant, la France, l'Union européenne, même les Américains, on donnait de la voix par rapport à cette question. Donc il faut qu'on sache si c'est vrai. Ils viennent faire quoi? Ils viennent combler un besoin de renforcement de capacité de notre armée. Ils viennent combattre aux côtés de notre armée. Ils viennent faire quoi et à quelles conditions? Parce que ce qu'on a entendu, c'est pas aussi rassurant. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est l'agence Reuters qui l'a dit. On parle d'à peu près 6 milliards de francs CFA par mois et l'exploitation de gisements miniers. Bref, c'est un manque de transparence et un manque de bonne gouvernance qui nous a amenés à cette situation. Donc, il est inacceptable que durant cette transition, qu'une question aussi sensible et aussi importante pour la survie de la nation malienne soit traitée avec une telle légèreté. Que des groupes de personnes se lèvent pour dénoncer la politique française, c'est leur droit. Mais il faut que les gens se comprennent aujourd'hui qu'aucune nation ne peut s'isoler des enjeux diplomatiques ou des règles des relations internationales. Donc, la gestion d'un pays, ce n'est pas une question de cœur, ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de raison et une question de savoir-faire. Oui, mais est-ce que les résultats n'ont pas milité à la défaveur de cette les résultats, vraiment, moi, je ne me vois pas en bonne posture pour évaluer les résultats. Parce qu'il l'a dit, qu'est-ce qui a été prévu? Sauf que vous parlez déjà de la difficulté d'organiser les élections dans les conditions qu'on sait déjà. Oui, mais malgré l'absence de ces différentes forces. La difficulté d'organiser les élections ne se résume pas seulement à l'insécurité. Nous-mêmes, nous savons que dans le dispositif réglementaire qui doit même régir les élections, il y a des insuffisances. Moi qui vous parle, par exemple, je vais vous dire, je ne défends aucune force extérieure. Je suis malien, c'est le Mali et les intérêts du Mali que je défends et que je défendrai. Mais il y a 2 mois, moi j'ai été au nord, moi j'ai été à Tombouctou, moi j'ai été à Gao. C'est vrai que la situation sécuritaire n'est pas bonne, mais c'est grâce aux forces étrangères que les gens vivent tranquillement à Gao et à Tombouctou aussi. Et ça, pour le moment, les Russes ne sont pas là. Voilà. Donc ça, il faut que les gens en tiennent compte. Arrêtons de faire la politique ou de prendre des décisions au nom d'un pays avec le cœur. Vraiment, ce n'est pas bien. Ok. Djité? Oui, pour moi... Pour l'arrivée imminente des Russes? L'arrivée imminente des Russes, que ce soit du secteur privé ou que ce soit du secteur étatique, pour moi, la question de défense et de sécurité est une question extrêmement sensible. Et je vais vous dire quelque chose. Mais de Serval, Barkhane, à Takuba, mais la majorité, c'est des légionnaires. Les légionnaires, là, ils sont qui? Comment on devient légionnaire? Mais c'est des forces étrangères, en réalité, qui sont également sur le terrain, qu'on le dise. Maintenant, si la France ne fait pas notre affaire, vous savez, je vais vous le dire clairement. Moi, j'ai eu à le dire, j'ai demandé le départ de l'armée française. Et je l'ai dit à Paris, devant 1400 délégués. J'ai dit, j'ai eu des rencontres de haut niveau avec le ministre chargé du Sahel, avec la directrice générale de l'Agence française de développement. J'ai dit, je ne peux pas comprendre qui est Barkhane, parce qu'à l'époque c'était Barkhane, qui est Barkhane, qu'on détruise tout un village, Ogosagou, Sobanda, qu'on détruise nos bases militaires avec nos engins de guerre. Je parle de Djoura, je parle de Indilaman, je parle de Boulkessi. Et que sans l'armée française, les mirages qu'ils ont, j'ai dit non, il y a quelque chose, il y a une complicité quelque part. Donc l'arrivée de ces Russes s'explique finalement? Moi, je suis pour l'arrivée des Russes, je suis pour l'arrivée des Turcs si vous voulez, je suis pour l'arrivée de l'armée vénézuélienne. Que toutes les forces, c'est un jeu d'intérêt qui peuvent amener la stabilité et des questions de défense et de sécurité. Vous savez, on ne peut pas étaler aussi les vrais secrets. Ceux qui sont là, les Français, sont des mercenaires. C'est des mercenaires. Je l'ai dit dans mon discours, je le répète. Et je l'ai dit avec preuve à l'appui. Parce que c'est des légionnaires. Les légionnaires, ils sont qui? Pour la simple histoire.
celui qui a fait Doumbia, qui a fait le colonel Doumbia, qui a fait le coup d'État en Guinée-Conakry. Mais il a passé par la Légion étrangère. Donc on arrête. C'est des sous-traitances. C'est comme nos sociétés de gardiennage qu'on veut, mais qu'on recadre ça. Que ça soit bien recadré. Et l'essentiel pour nous, Maliens lambda, c'est qu'on ait le retour des services de base, très honnêtement, et au centre et au nord, qu'on ait le retour de l'administration, le retour des hôpitaux, le retour des banquiers, le retour des agents de santé, surtout de l'expertise de Hamidou qui peut redéployer ces agents à aller vraiment au niveau du centre et au nord. Une fois les bilans des 100 premiers jours faits, nous allons nous projeter à présent, Hamidou, vers l'avenir. Quel horizon se dresse devant le Mali sous le magistère de Choguel Kokala Maïga? Ce qui se profile, c'est que nous devons comprendre, soit nous nous mettons ensemble, soit nous allons périr. Aujourd'hui, les Maliens sont divisés. Vous prenez la justice, les syndicats de la justice sont divisés. Vous prenez nos amis des syndicats, l'UNTM avec la synergie, ils sont divisés. Vous prenez la classe politique, les religieux. La classe politique est divisée. Les religieux sont divisés. C'est aux autorités publiques de travailler à rassurer tout ce beau monde. J'en appelle au bon sens du président de la transition. Il est celui qui est censé être neutre dans cette affaire. Il est celui qui peut rassembler tous les Maliens. Il se trouve, par la circonstance des choses, être le père de famille de tous les Maliens. L'aîné de la famille sans en être le plus âgé, pour reprendre le président Alpha Oumar Konaré. Et pour ce faire, il ne doit pas écouter des paroles belliqueuses. Il doit se mettre au-dessus. Écouter tous les Maliens. Traiter tous les Maliens au même pied d'égalité pour que dans un avenir proche, on puisse travailler à rassembler. Quand on sera rassemblé, on va faire face à des défis. Prolongation ou pas. Si les Maliens sont ensemble, c'est bon. Mais on ne peut rien réussir sans qu'on ne soit ensemble. Cela n'empêche pas le combat de la justice de se poursuivre. Parce qu'on ne peut pas se rassembler tant que justice aussi n'est pas rendue. Que le colonel Assimi Goïta a affirmé lors du dernier conseil supérieur de la magistrature que cette lutte va continuer et elle sera sans état d'âme. Elle doit continuer et la justice doit être indépendante. Mais si elle continue, que ça ne soit pas une justice de vainqueur. Que ça soit une justice qui s'applique à tout le monde. C'est ça la vraie justice. Parce que ce qui est important, ce n'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir, il a posé des actes par le passé qu'on doit le laisser. Si la justice doit s'appliquer, elle doit s'appliquer à tout le monde. Ça, c'est Hamidou du parti Yelema qui le dit, qui ne se trouve pas être un fonctionnaire sur ce plateau, mais qui défend une position politique, qui connaît sa posture, qui a une posture politique, et je maintiens cette posture politique. Mohamed Ousmane, les perspectives sous Dr Choguel Kokala Maïga? Je crois que d'abord, ce qui a lieu d'améliorer en termes de perspectives, c'est surtout son approche, globalement, moi je peux dire que ces 100 jours ont été positifs. Maintenant, aujourd'hui, pour réussir cette inclusivité et donner toutes les chances aux ANR de se tenir vraiment dans un maximum d'inclusivité, il faut qu'il revoie un peu sa méthode d'approche, surtout envers la classe politique et les messages et la façon de communiquer. C'est là extrêmement important parce que c'est des arguments dont on a besoin surtout pour que les gens comprennent vraiment le bien fondé de beaucoup de choses. Il doit améliorer à ce niveau. Et la deuxième chose, au niveau de la sécurité, je suis d'accord avec M. Diarra, mais je ne crois pas qu'on est dans une logique, une posture d'isolement. Il ne s'agit pas de nous isoler et le Mali ne va pas s'isoler. Il s'agit d'une posture de responsabilité et d'assumer pleinement sa souveraineté. Et que le premier magistrat de la République assume sa souveraineté comme il l'a fait jusqu'ici par rapport à tous ces accords de coopération aujourd'hui dans lesquels les intérêts sont discutés. C'est là les bas de tous les systèmes qui ont passé. C'est là extrêmement important. Il ne s'agit pas d'être contre la France ou autre chose. Et je ne pense pas aussi qu'il faut nous envahir avec plusieurs armées internationales. On peut expérimenter une en particulier, on évalue au bout de 3 mois, 4 mois, si on a des résultats tangibles, tant mieux. Mais que ceux qui viennent nous aider ne pensent pas
qui vont s'éterniser dans la médiocrité pendant que les Mali est en train d'aller au plus fond du trou. Il faut qu'ils comprennent que les accords doivent être évalués en toute responsabilité. Et si ça ne donne pas de résultats tangibles, on arrête là. Et la France doit le comprendre en premier lieu. Ce n'est pas une cabale contre les Français et la France, mais c'est une cabale pour mettre le Mali dans ses droits et mettre le Mali sur les rails. Puis c'est tout. Je crois que c'est dans ça que le Premier ministre va aller réorienter nos priorités. Parce qu'après les indépendances, on nous a endormis un peu pour nous dire que la priorité, c'est l'éducation, c'est la santé. Je suis d'accord. Mais pour aller développer l'éducation et la santé, il faut avoir des richesses. On nous a endormis, on a piétiné l'agriculture, on a piétiné l'élevage, on a piétiné l'énergie qui constitue le poumon de l'économie, qui doivent nous donner des richesses, construire des écoles, former des bons cadres. Il faut qu'on reprenne, qu'on revoie, qu'on réoriente nos priorités. D'accord. C'est important. Merci. Ok. Abdelrahmane Diarra, sur les perspectives. Bon, les perspectives, si les élections doivent se tenir à bonne date, Choguel a fait 100 sur 300 jours à peu près. Donc il y a 200 autres jours. 200 autres jours, c'est de parvenir à concrétiser tout ce qui a été prévu, les réformes à faire, les assises nationales, mettre en place l'organe unique de gestion, faire avancer les accords, notamment l'accord issu du processus d'Alger, parce que la révision de cet accord est demandée et même nécessaire au niveau lors de concertations nationales en septembre, on en a parlé. Donc, il faut cela, que l'État malien puisse avoir sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire, que les services sociaux de base puissent aller partout, notamment Kidal et toutes les autres parties du Mali. Et ensuite aller vraiment aux élections. Maintenant, je suis d'accord avec Hamidou, et je l'ai dit dès le début de cette émission, c'est que le Premier ministre doit travailler à rassurer. Les autorités doivent travailler à rassurer. Pour avoir l'adhésion de tous là, il faut seulement rassurer les gens. Les gens ne sont pas rassurés. Alors pour les rassurer là, ce n'est pas à nous de dire. Voilà, donc je pense que ça doit pouvoir aller. D'accord. Guité, les perspectives. Les perspectives, moi je pense qu'aujourd'hui, les Maliens doivent se donner la main, très honnêtement, que les autorités de transition doivent encore écouter les Maliens. Et j'avais demandé un moment, je crois sur un plateau, et demandé d'aller vers un gouvernement d'union nationale. Très honnêtement. Mais d'ores déjà, il faudrait que je le dise clairement. Nous, au niveau de l'INTEM, on dit qu'on ne rentre pas dans le gouvernement, on ne rentre pas. Tout comme on a dit au CNT. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Nous, notre position est claire parce que nous ne pouvons pas être juges et partis. Cependant, il faudrait que l'actuel Premier ministre redouble encore d'efforts. Aller vers une inclusivité de l'ensemble des forces vives de la nation pour la construction du Mali et pour prendre les grandes décisions. C'est de cela dont il s'agit. Maintenant, que ce soit question de prolonger le mandat, oui ou non, aller aux élections ou mettre la question sécuritaire en avant, ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, vous m'entendrez s'il vous plaît, il y a des réformes à faire. Il dit qu'il va faire l'audit des grandes entreprises étatiques, CMDT, INPS et autres là, mais aussi sur des questions de la lutte contre la corruption et puis les affaires d'armement, d'équipement, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une justice sélective, très honnêtement, et qu'il n'y ait pas de règlement de compte. Que ça soit dire à l'ex, c'est à l'ex. C'est la loi, elle s'applique à tout le monde, elle doit s'appliquer à tout le monde. Les audits de grandes entreprises sont les bienvenus? Oui, absolument. Ça, nous, on les demande parce que ça fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Et là, nous allons profiter en tant que syndicalistes pour demander aussi l'augmentation. Ça nous plaît, pour demander aussi l'augmentation des salaires. Pour permettre aux camarades Hamidou de bien avoir des rémunérations. Qui est politique ici. Qui est politique ici, oui, mais aussi qui est fonctionnaire politique. Donc, pour qu'ils puissent avoir des rémunérations. Pour vous dire tout simplement, très honnêtement, qu'on laisse nos égos, que nous soyons un et indivisibles. D'accord.
Mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les 100 premiers jours de Dr Choguel Kokola Maïga à la primature. Nos invités étaient Moustapha Guité, secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la culture, Amadou Doumbouya, secrétaire politique du parti Yelema Mohamed, Ousmane Ag Mohamedoun, président du mouvement de l'inclusivité, et M. Abdraman Diara, président de la jeunesse URD. Merci à vous de nous avoir suivis et à une autre édition spéciale sur cette même antenne.